Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans les vastes collines boisées du Montana, balayées par le vent hivernal, le manoir de Jonathan Blake se dressait tel un vestige du passé, imposant, solitaire, majestueux. Une bâtisse de pierre grise et de bois sombre, entourée de sapins centenaires, avec ses tourelles effilées et ses hautes fenêtres toujours closes, qui semblaient observer le monde avec une prudence glacée. Autrefois, Jonathan était un nom connu dans les milieux d'affaires. Fondateur de Novacor, une entreprise pionnière de l'intelligence artificielle, il avait bâti un empire numérique estimé à plusieurs milliards. Il faisait la une de Forbes, de Wired, et même du New York Times. On l'avait surnommé « le visionnaire silencieux » pour son génie discret mais redoutable. Mais ce monde s'était effondré le jour où sa femme, Eleanor, était morte subitement dans un accident de voiture, percutée par un camion alors qu'elle se rendait à un gala de charité. Un événement banal aux yeux du monde, mais pour Jonathan, ce fut une fracture irréversible. Il avait vendu ses parts, quitté San Francisco, rompu tout lien avec ses associés, et même avec sa famille. Il s'était retiré dans un coin reculé du Montana, achetant un vieux domaine à flanc de colline, là où plus personne ne viendrait le chercher. À presque 60 ans, il vivait seul, à l'exception d'un vieux labrador couleur crème nommé Murphy, fidèle compagnon depuis plus d'une décennie. Le chien, tout comme son maître, avançait lentement, le regard fatigué mais loyal. Les jours de Jonathan étaient rythmés par la lecture, l'entretien du domaine, et de longues promenades silencieuses à travers les bois. Il parlait peu, riait encore moins. Il n'attendait plus rien. Il ne craignait pas la solitude, il la cultivait comme on cultive un jardin secret, avec soin et résignation. Mais ce soir de décembre allait tout changer. Depuis 3 jours, la neige tombait sans interruption. Une couche épaisse recouvrait les routes, les arbres, les clôtures, transformant le paysage en une toile monochrome de silence et de givre. Le vent hurlait parfois entre les branches, faisant grincer les volets et vibrer les vitres. La maison, pourtant bien chauffée, semblait frissonner elle aussi sous la morsure de l'hiver. Ce soir-là, vers 22 heures, un bourdonnement anormal coupa le calme, une baisse de tension dans les lumières du salon. Jonathan fronça les sourcils. Les générateurs. C'était rare, mais pas impossible. Il enfila son manteau en laine épaisse, chaussa ses bottes, prit une lampe torche puissante, et sortit sous la neige. Le froid était mordant, sec, brutal. Le vent lui fouettait le visage. Murphy resta sur le seuil, observant son maître s'éloigner dans la nuit blanche. Jonathan traversa lentement la cour enneigée, les pas crissant sous ses bottes. La grange, une vieille bâtisse en bois centenaire qu'il utilisait pour stocker du matériel, se dressait au bout du chemin, à moitié ensevelie sous la neige. La lumière extérieure vacillait, indiquant un problème d'alimentation. Il poussa la grande porte de bois, qui grinça longuement comme un cri rauque dans la nuit. Il pointa sa lampe torche à l'intérieur, s'attendant à ne voir que des caisses, des outils, et les vieux générateurs rouillés. Mais son faisceau s'arrêta net. Quelque chose, non, 2 choses étaient là, au fond de la grange, contre les ballots de foin. Il s'approcha lentement, le souffle court. 2 petites silhouettes humaines, recroquevillées sous une couverture élimée. Des filles. Des enfants. Elles étaient blotties l'une contre l'autre, grelottantes, leurs visages à moitié cachés sous leurs cheveux châtains emmêlés. Elles portaient des vêtements trop légers pour la saison, salis, troués. Leurs chaussures semblaient usées jusqu'à la semelle. Leurs joues étaient rougies par le froid, mais elles respiraient. Jonathan sentit son cœur se contracter. Il n'avait pas vu d'enfant depuis des années. Il s'agenouilla lentement, les mains légèrement tendues, comme on approche un oiseau blessé. Bon sang! Souffla-t-il, bouleversé. Il posa sa main sur l'épaule de l'une d'elles et la secoua doucement. Les 2 fillettes ouvrirent les yeux en même temps. 2 regards identiques, vastes et sombres, le fixèrent avec une intensité presque surnaturelle. On y lisait une peur muette, mais aussi une étrange paix, comme si elles savaient déjà qu'elles étaient arrivées là où elles devaient être. « Comment vous êtes arrivés là ?» demanda-t-il d'une voix aussi douce que possible. Un silence s'étira. Puis, dans un murmure presque inaudible, celle qui semblait l'aînée dit, sans détourner les yeux.
On ne voulait pas déranger. On voulait juste dormir au chaud. Ces mots, simples, désarmants, tombèrent comme un coup dans la poitrine de Jonathan. Il se redressa un instant, pris d'un vertige. Lui, l'homme aux milliards oubliés, se tenait là, face à deux enfants invisibles, réfugiés dans sa grange, en pleine tempête, et il ne comprenait pas encore à quel point leur présence allait bouleverser sa vie. Les autorités locales furent alertées dès l'aube du lendemain. Jonathan, malgré sa méfiance naturelle envers les structures officielles, avait appelé le shérif du comté de Gallatin en espérant trouver rapidement une explication. Deux jeunes enfants, identiques, sans supervision, dormant dans une grange en pleine tempête, cela méritait une attention sérieuse. Le shérif Wayne Collisté, un homme bourru au visage marqué par 30 ans de service, se présenta accompagné d'une assistante sociale, Deborah Klein, une femme discrète aux lunettes épaisses et au carnet toujours à la main. Ils examinèrent les jumelles avec prudence, notèrent leur apparence, leur silence, puis procédèrent à des relevés d'empreintes et à quelques tests basiques d'identité. Mais rapidement, un constat glaçant s'imposa. Aucune empreinte identifiable. Aucun dossier scolaire dans la base de données du district. Aucune alerte d'enlèvement national. Et surtout, aucun signe d'abus physique. C'est comme si elle n'avait jamais existé, avait lâché Déborah, les sourcils froncés. Et pourtant elles sont là, en chair et en os, dans ma maison, répondit Jonathan d'un ton sec, irrité par l'indifférence professionnelle qu'il percevait dans leur voix. Face au manque d'éléments concrets et à l'absence de plaintes de disparition, l'affaire fut rapidement mise de côté. Dans une note brève transmise par le bureau du shérif, on évoquait simplement « deux enfants non identifiés, en attente de suivi social ». Mais personne ne revint. Jonathan, qui d'ordinaire ne laissait jamais entrer personne dans son espace intime, se retrouva à improviser une chambre pour les filles dans une aile de la maison rarement utilisée. Il fit installer deux petits lits, des draps colorés, et laissa même ses domestiques surpris par ce revirement leur apporter des vêtements neufs et des jouets. C'est temporaire, répétait-il à lui-même. Juste le temps qu'on comprenne. Mais au fond, quelque chose en lui savait déjà que rien ne serait plus jamais temporaire. Les premiers jours furent silencieux. Les fillettes mangeaient avec politesse, dormaient sans bruit, et ne demandaient jamais rien. Elles se tenaient souvent ensemble, côte à côte, comme deux moitiés d'un même être. Mais peu à peu, la glace se mit à fondre. Lina, la plus calme, était fascinée par les livres. Elle passait des heures dans la bibliothèque, à feuilleter des encyclopédies, des contes illustrés, ou même de vieux romans poussiéreux dont le style ancien ne semblait pas la rebuter. Jonathan l'observait parfois depuis l'encadrement de la porte. Elle ne lisait pas comme une enfant, mais comme quelqu'un qui cherchait des réponses dans les mots. Maya, plus vive et spontanée, s'était très vite liée d'amitié avec Murphy. Elle courait avec lui dans la neige, lui lançait des bâtons, riait d'un rire clair et cristallin qui résonnait comme un écho dans la cour. Elle parlait peu, mais son regard disait tout. Un regard ancien, profond, que Jonathan avait du mal à soutenir parfois. Le plus étrange, c'était leur comportement face aux objets modernes. Elle ne savait pas comment allumer une télévision, semblait fascinée par un grille-pain, et découvrait les miroirs avec une prudence presque mystique. Lina avait même demandé un jour, avec le plus grand sérieux. Pourquoi les images restent dedans, mais ne nous regardent pas? Cette question avait laissé Jonathan interdit. Mais ce n'était pas de l'ignorance. C'était autre chose. Une perception du monde différente. Un décalage, profond, subtil, inexplicable. Il remarqua aussi des choses plus troublantes. Une nuit, il les trouva debout, côte à côte dans le couloir, en silence, les yeux fixés sur un tableau représentant sa défunte épouse. Quand il leur demanda ce qu'elle faisait là, elles répondirent doucement. Elle était triste aussi. Jonathan sentit un frisson remonter sa colonne vertébrale. Plus les jours passaient, plus il réalisait qu'il ne pouvait pas les considérer comme de simples enfants perdus. Il y avait dans leur manière de parler, de se mouvoir, de s'observer l'une l'autre, une forme de conscience plus vaste, comme si elle comprenait des choses qu'elle ne disait jamais. Elle n'avait peur de rien. Ni du noir. Ni de l'orage. Ni des cris d'animaux sauvages la nuit. Lorsqu'une tempête particulièrement violente frappa le domaine, et que les fenêtres tremblaient sous les bourrasques, elles s'étaient simplement serrées l'une contre l'autre sur le canapé, en murmurant.
Ici, le vent n'a pas de dents. Cette phrase, étrange et poétique, resta longtemps dans la tête de Jonathan. Bientôt, le manoir lui-même sembla changer. La lourdeur des années passées s'allégeait. Les couloirs résonnaient de pas légers. Les pièces, autrefois mortes, reprenaient vie. Une musique discrète réapparaissait, un feu allumé plus souvent dans la cheminée. Les murs semblaient respirer de nouveau. Jonathan ne comprenait pas ce qu'il se passait. Mais il savait une chose, ses filles avaient réveillé quelque chose en lui. Un battement de cœur oublié. Une mémoire enfouie. Et plus les jours passaient, plus la question revenait comme un murmure intérieur. Qui sont-elles, vraiment? Un matin gris et brumeux, alors que la neige fondait lentement sur les vitres du manoir, Jonathan Blake s'installa dans son bureau feutré, une tasse de café noir à la main. Murphy, comme à son habitude, s'était couché à ses pieds, paisible. C'était une simple curiosité, une habitude d'ingénieur qui ne meurt jamais, vérifier les systèmes, recouper les données. Il voulait revoir le moment exact où il avait trouvé les fillettes dans la grange, comme pour graver ce souvenir devenu presque irréel. Il alluma l'écran principal, entra le mot de passe du système de surveillance qu'il avait lui-même conçu jadis pour son entreprise. Une interface sobre apparut. Il sélectionna la caméra extérieure orientée vers la grange, puis les enregistrements de la nuit en question. La vidéo démarra. La neige tombait drue. La lumière du détecteur de mouvement s'activait faiblement. La grande porte grinçait sous le vent. Et, rien. Pas de petite silhouette. Pas de couverture. Aucune présence. La grange était vide. Le souffle de Jonathan se coupa. Il rembobina. Avança. Changea d'angle. Rejoua la scène de multiples façons. Toujours rien. Il passa à la caméra intérieure. Celle, plus ancienne, qu'il avait installée pour surveiller les générateurs. Il revit lui-même, entré, lampe à la main, mais dans le faisceau, il n'y avait personne. Pas de corps d'enfant. Pas de découverte. Juste lui, tournant la tête, regardant un espace vide, et ressortant, comme s'il n'avait rien vu. Un frisson glacial remonta le long de sa nuque. Il se précipita vers les photos prises ces derniers jours. Il en avait quelques-unes sur son téléphone, Maya jouant avec Murphy dans la neige, Lina lisant dans la bibliothèque. Mais dans chacune, elle n'était pas là. On voyait parfois une trace de pas dans la neige, une ombre floue à côté du chien, une chaise déplacée, mais jamais leur visage, ni leur corps. Il activa le logiciel de reconnaissance faciale connecté au système de domotique. Aucune donnée. Puis il lança l'analyse d'empreintes via le scanner à empreintes digitales installé à l'entrée du bureau. Zéro lecture. La machine affichait simplement. Aucune empreinte détectable. Il resta là, immobile, le regard fixé sur l'écran. Une sueur glacée lui perla dans le dos. Qui était-elle? Déterminé à ne pas sombrer dans la paranoïa, Jonathan contacta l'un des seuls hommes en qui il avait encore confiance, Marcus Levinson, détective privé et ancien agent du FBI. Un vétéran du renseignement, spécialisé dans les disparitions et les identités effacées. Ils avaient travaillé ensemble autrefois, avant que Jonathan ne disparaisse du monde des vivants. « Tu m'appelles pour 2 gamines invisibles ?» avait d'abord plaisanté Marcus au téléphone. Mais en entendant la gravité dans la voix de Jonathan, il accepta de venir sans plus poser de questions. Pendant une semaine, Marcus fouilla tout, bases de données scolaires, services sociaux, hôpitaux, photos satellites, archives de naissance. Il interrogea discrètement le shérif Collisté, consulta même des spécialistes du comportement infantile. Puis, un soir, il revint dans le bureau, un épais dossier vide entre les mains. Il le jeta sur la table, secoua la tête. Rien, J.O. Je n'ai jamais vu ça. Pas une trace. Ni papier. Ni signalement. Ni mouvement dans les bases fédérales. Elles n'apparaissent nulle part, même pas dans les relevés thermiques satellites de la nuit où tu dis les avoir trouvés. Jonathan fixa l'homme, le cœur battant. Tu veux dire que je les ai inventés? Que je suis fou? Marcus le regarda en silence, puis alluma une cigarette, chose qu'il n'avait pas faite depuis des années. Non. Tu ne les as pas inventés. Je les ai vus.
J'ai entendu leur voix. J'ai parlé avec elles. Mais... Il écrasa la cigarette dans un cendrier et ajouta d'une voix grave. Ce sont des fantômes, Gio. Rien. Nada. C'est comme si elles n'existaient pas. Ce soir-là, le manoir était silencieux. Dans la salle à manger au mur de chêne foncé, les chandeliers jetaient une lumière chaude sur la table où Lina et Maya dessinaient, côte à côte, avec des crayons de couleur. Elles murmuraient entre elles, comme dans une langue oubliée. Jonathan les observa un long moment. Il sentit que le moment était venu. Il s'assit lentement à l'autre bout de la table, la voix posée, mais le cœur tremblant. « Qui êtes-vous, vraiment ?» Les crayons s'arrêtèrent. Lina leva la tête. Ses yeux, si grands, si calmes, avaient cette lueur indéfinissable, presque intemporelle. Elle le regarda s'enfuir, avec une sorte de compassion silencieuse. Puis elle parla, d'une voix douce et grave à la fois. On vient d'un endroit que personne ne regarde. Un lieu que les adultes oublient. Là où vont les enfants qu'on a abandonnés. Jonathan fronça les sourcils. Il sentit quelque chose, une angoisse ancienne, remonter du fond de lui. Un foyer ? Une famille d'accueil, demanda-t-il, la gorge serrée. Mais Maya, qui n'avait pas encore parlé, secoua doucement la tête. Elle sourit, avec une tristesse infinie. Non, bien plus loin. Là où les souvenirs s'effacent. Là où personne ne revient. Elle posa une main sur celle de Jonathan, petite, chaude, réelle. Mais toi, tu nous as vus. Ce fut à ce moment-là que Jonathan comprit que sa vie, et peut-être sa réalité elle-même, venait de basculer. Au fil des semaines, le manoir autrefois figé dans le silence retrouva peu à peu le rythme d'une maison vivante. Là où les murs ne résonnaient autrefois que du tic-tac régulier d'une horloge centenaire, on entendait désormais les rires clairs et cristallins de Lina et Maya courir dans les couloirs comme une musique légère. Chaque pièce semblait s'éveiller. La bibliothèque, longtemps couverte de poussière, reprenait vie sous les doigts agiles de Lina, qui y passait des heures, assise en tailleur entre deux piles de livres. La cuisine, où ne régnait que l'odeur froide du café noir, sentait désormais les biscuits chauds, le chocolat fondu, la cannelle. Maya y avait entraîné Jonathan un soir pour lui apprendre à faire des étoiles, selon ses mots. Il s'était laissé faire, maladroit avec la pâte, riant comme un enfant pendant qu'elle lui lançait de la farine au visage. Même Murphy, le vieux labrador fatigué, semblait avoir retrouvé son énergie d'antan. Il trottinait joyeusement derrière Maya, aboyait au vent comme un chiot, et attendait chaque matin que l'une des jumelles lui noue un ruban autour du cou, un nouveau rituel instauré sans que personne ne sache pourquoi. Mais le plus grand changement, c'était Jonathan lui-même. Lui qui, des années durant, n'avait été qu'une ombre dans sa propre demeure, passait désormais ses soirées au coin du feu, les filles blotties contre lui, leur racontant des histoires de son enfance, ou celles qu'il inventait à mesure qu'elles le regardaient avec des yeux brillants. Il se surprenait à sourire en se levant. À chanter sous la douche. À ouvrir les rideaux dès le matin. Des gestes simples, mais inédits depuis des années. Il avait l'impression de redevenir un homme entier. Mais une question restait, tapie au fond de lui, comme une écharde dans l'âme. Pourquoi moi ? Pourquoi êtes-vous venu à moi, et pas à un autre ? Il avait parfois essayé de le leur demander directement, mais les réponses restaient vagues, voilées. Lina souriait et changeait de sujet. Maya disait simplement. Parce que tu nous vois vraiment. Ce soir-là, le ciel s'était chargé d'encre. L'orage s'annonçait violent. Les éclairs zébraient les montagnes lointaines, et le tonnerre roulait sur les collines comme un tambour ancien. Murphy était nerveux. Le feu dans la cheminée projetait des ombres mouvantes sur les murs du bureau lambrissé de bois foncé. Jonathan relisait une lettre d'Éléanor, retrouvée quelques jours plus tôt dans un livre oublié. Il se perdait dans le passé, lorsqu'un bruit léger le fit sursauter. La porte s'ouvrit doucement. Lina et Maya, en pyjama, tenaient dans leurs mains une boîte en fer rouillé, cabossée, couverte de poussière. Elles avançaient lentement, avec un sérieux presque sacré. On l'a trouvée dans la grange, sous une planche du sol. Elle t'attendait, dit Lina. Jonathan, intrigué, prit la boîte avec précaution. Elle était plus lourde qu'elle en avait l'air. Il l'ouvrit.
À l'intérieur, quelques lettres jaunies, un ruban fané, et une photo noire et blanc. Une jeune femme, enceinte, posait devant une maison en bois. Il la reconnut aussitôt. C'était sa mère. Il n'avait pas vu ce visage depuis des décennies, mais il aurait pu le dessiner les yeux fermés. Elle était radieuse sur la photo, une main sur son ventre arrondi. Il retourna le cliché. Au dos, une écriture fine, délicate, tremblante. Pour les filles que je n'aurai jamais. Si un jour elles trouvent le chemin. Ses doigts tremblèrent. Il sentit la chaleur le quitter, une pression monter dans sa poitrine. Les filles que je n'aurai jamais. Un souvenir ancien, fragile, enfoui, revint à lui comme un coup de tonnerre. Il était enfant, assis sur les genoux de sa mère. Elle lui avait raconté, dans un souffle douloureux, que bien avant lui, elle avait perdu 2 bébés. 2 petites filles mortes-nées, dont elle n'avait jamais parlé à personne, qu'elle n'avait jamais pu enterrer, qu'elle portait en elle comme une blessure silencieuse. Elle disait les rêver parfois. Qu'elle jouait dans un champ de blé, qu'elle chantait près d'une rivière, mais qu'elle ne l'entendait jamais. Jonathan n'y avait plus repensé depuis, jusqu'à maintenant. Il releva lentement les yeux. Les regards de Lina et Maya étaient posés sur lui. Ils ne souriaient pas. Ils ne parlaient pas. Mais dans leur silence, il y avait une vérité effrayante et sublime. Leur visage. Leurs gestes. Leur familiarité instinctive avec cette maison, ce chien, lui. Le fait qu'elle ne laissait aucune trace. Qu'elle ne vieillissait pas. Qu'elle savait des choses qu'elle n'aurait pas dû savoir. Jonathan se leva, chancela, approcha. Il s'agenouilla devant elle, les larmes aux yeux. « C'est, vous ?» Maya tendit la main, la posa sur sa joue. « Pas comme avant. Pas comme tu crois. Mais on est venu, parce que quelqu'un se souvenait encore. » Et Jonathan comprit. Ce n'était pas la biologie. Ce n'était pas le sang. C'était l'appel de l'amour non né, celui qui transcende le temps, la mort, et même la logique. Il les serra dans ses bras. Longtemps. Trop longtemps pour un simple étranger. Assez longtemps pour un père. Cette nuit-là, il rêva d'elle. Debout au bord du champ, les cheveux portés par un vent doux que lui seul semblait ressentir, elle l'attendait. Sa mère. Plus jeune que dans ses derniers souvenirs. Enveloppée d'une lumière dorée, presque irréelle, elle souriait. Pas un mot d'abord, juste ce regard d'amour inaltérable, celui qu'il n'avait jamais vraiment oublié. Puis elle parla, sa voix résonnant comme un écho ancien dans le silence du rêve. Tu étais seule. Tu ne le laisses plus. Ne les laisse plus partir. Jonathan se réveilla en sursaut, une larme séchée au coin de l'œil, la respiration courte. L'aube filtrait à peine à travers les rideaux lourds de sa chambre. Il resta là, quelques minutes, le cœur battant, les mains crispées sur les draps. Quelque chose avait changé. Non pas dans le rêve, mais en lui. Le lendemain matin, il ne posa plus de questions. Il ne chercha plus à comprendre, ni à analyser, ni à fouiller les bases de données, ni à questionner les lois du réel. Il regarda Lina et Maya comme un père regarde ses enfants, avec cette acceptation profonde, inconditionnelle, sacrée. Qu'elles soient faites de chair, de souvenirs, de mémoire ou de mystère, elles étaient là. Et cela suffisait. C'est ce jour-là que naquit son projet. Une idée folle. Une décision qu'aucun investisseur, aucun conseil d'administration n'aurait validée. Mais il n'était plus cet homme d'affaires logique, blindé, rongé par la solitude et le deuil discret. Il était devenu un homme habité. Il fit venir des architectes, des pédagogues, des artisans. Il transforma le manoir, pierre par pierre, mur par mur. Il fit ouvrir les grilles rouillées, ouvrir les chambres longtemps closes, et même libérer la vieille serre envahie par le lierre. Ce fut un chantier de vie. L'aile devint un dortoir lumineux aux lits blancs et aux couvertures colorées. L'ancienne bibliothèque fut remplie de contes, d'encyclopédies et de jouets éducatifs. Le grenier se mua en salle d'art plastique. La grange, celle où tout avait commencé, devint une salle de musique, décorée par les dessins de Lina et Maya. Il appela cet endroit l'écho des cœurs perdus. Un centre d'accueil pour enfants oubliés, rejetés, ou simplement perdus dans le tumulte du monde.
Et devant le portail, sur une plaque de cuivre poli, on pouvait lire. À Lina et Maya, venus du silence pour ramener l'amour. Les années passèrent. Les journaux parlèrent de ce milliardaire excentrique qui avait tout laissé derrière pour consacrer sa fortune à un foyer d'enfants sans parents. Des rumeurs couraient. On disait qu'il avait été touché par un miracle. D'autres disaient qu'il avait simplement trouvé ce qu'il avait toujours cherché, un sens. Mais ce que les journaux n'ont jamais raconté, c'est ce que les anciens du village murmurent encore lors des nuits d'hiver. Qu'à certaines heures, lorsque la neige tombe doucement, que la lune est haute et claire, on entend des rires cristallins courir dans les couloirs du manoir. Des rires de deux fillettes. Lina et Maya, guidant d'autres enfants comme elles, venus de l'ombre, vers la lumière. Car quelque part dans ce vieux domaine, deux âmes veillent encore, toujours ensemble, toujours là. Et toujours prêtes à tendre la main à ceux que le monde a oubliés.